Eric Barlivet, bonjour. Bonjour Gilles. Bienvenue sur Radio Gaga 42, la chaîne YouTube qui vous fait parler. On va bien évidemment parler des municipales, c'est maintenant dans 3 semaines. On dit souvent, les maires, il faut 2 mandats. Un premier mandat des projets, un deuxième mandat pour les voir réalisés. Vous vous présentez un 3e mandat. Quelle est l'ambition, quel est le projet pour ce 3e mandat? Alors, c'est un peu raccourci quand même. Parce C'est fait un peu exprès. il faut un mandat, oui, pour faire des projets. Un projet déjà, ou plusieurs projets. Mais en fait, quand on a un objectif qui est beaucoup plus ambitieux encore pour sa commune, c'est toujours un peu court. Le premier mandat, c'est un mandat d'apprentissage. En fait, on apprend le métier, les contraintes, la réglementation. Moi, j'ai mis 3 ans pour vraiment découvrir les choses parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. J'avais l'avantage, moi, d'avoir fait des études et puis d'avoir une carrière professionnelle comme entrepreneur. Donc, ça a été très utile. Néanmoins, le premier mandat était très, très difficile, très compliqué pour la gestion de l'équipe, du personnel. Enfin, c'était quelque chose de très lourd. Et le deuxième mandat qu'on termine, c'était un mandat de reconstruction, rééquilibre des comptes de la commune, parce qu'on a eu un lourd héritage d'endettement et beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Et puis en plus, nous, la difficulté qu'on avait sur notre commune, c'était qu'en arrivant en 2014, on a perdu par exemple 700 000 euros par an de dotation de l'État que nos prédécesseurs avaient chaque année. Donc cumulé, c'est plus de 7 millions d'euros. Dû à quoi? C'est la DGF, la dotation générale de fonctionnement, que les communes ont de l'État pour faire des actions pour le compte de l'État. C'est une ligne qu'ils ont reliée dans les budgets alors? Il y a eu une grosse baisse en 2014, et c'est vrai que les communes en 2014 ont eu une grosse baisse de dotation de l'État, ça c'est une chose. On avait l'endettement qui était abyssal, et puis les risques miniers, l'assainissement qui était catastrophique, 50 ans de retard sur les voiries. Enfin voilà, un héritage qui était très difficile. Donc il a fallu, sur ce premier mandat, encaisser. Le deuxième mandat, c'était vraiment rééquilibre des comptes. On a divisé par plus de 2 l'endettement. Si on ne fait aucune dépense, dans 3 ans, on n'a plus de dette sur la commune. Donc ça, c'est important. Et comment vous faites justement pour financer des projets? Alors, c'est juste par l'impôt, une commune? Comment ça se passe? Alors il n'y a pas que ça, non. Il y a l'impôt, évidemment. Et puis il y a les autres collectivités partenaires et l'État. Nous, sur 2 mandats, on a investi 32 millions d'euros. 32 millions d'euros, essentiellement sur des équipements sportifs, sur la reconstruction du château, au centre-ville, et beaucoup de travail de voirie, de réseau, d'assainissement. Quand on a 50 ans de retard, c'est pas évident, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est vrai qu'on avait un peu l'image d'une commune un peu vieillotte et on a eu l'impression que vous aviez redynamisé le coin. Et l'autre jour, j'avais une discussion avec des gens et ils disaient qu'au niveau immobilier aussi, c'était une ville qui était en plein essor. Oui, alors en fait, il faut demander aux notaires ou aux agents immobiliers, ils vous diront le reste. Je vais pas. Quand on rencontre des agents immobiliers, ils nous disent qu'il y a 2 communes dans la Loire qui sont demandées, c'est Saint-Just-à-Rambert et Roche-la-Molière. Donc on peut en être fier parce qu'on vient de loin, de très loin, et ça a été très compliqué de redresser la barre et rendre la commune encore plus attractive. Mais il y a aussi cette stratégie qu'on avait, c'est de ne pas augmenter les impôts. Et depuis 2014, on n'a pas touché les taux communaux. On n'a jamais voté une seule augmentation d'impôts depuis qu'on est aux responsabilités. Ça veut dire que finalement, vous dépendez de la métropole pour avoir des subventions, pour avoir des aides? Non, pas que de la métropole. La métropole, c'est un outil pour les communes, et c'est un outil indispensable. La métropole est indispensable pour les 53 communes, et c'est une chance pour les communes d'avoir une métropole. C'est vraiment une boîte à outils pour faciliter le développement, l'organisation, l'ingénierie des projets, tout ce qui est régalien, voirie, assainissement, gestion des déchets, toutes ces choses qui sont importantes pour le quotidien, et seule une commune, ça serait beaucoup plus compliqué, et ça coûterait beaucoup plus cher surtout. C'est aussi le fait de pouvoir mutualiser aussi les équipements. C'est ça, c'est ça, mutualiser les compétences, parce qu'on a la chance en métropole d'avoir des gens qui sont très compétents, et c'est une chance pour nous, communes, qui n'avons pas les moyens d'avoir ces profils-là. Et c'est une vraie aide au développement de la commune, une aide technique, une aide matérielle, et puis aussi une aide financière quand c'est nécessaire. J'ai fait une petite recherche sur Roche-la-Molière tout à l'heure avant de venir. Je voulais savoir un peu l'origine du nom. Ouais. Est-ce que vous c'est une bonne question. J'ai vu que Roche-la-Molière, on retrouve des traces autour de 1225 à peu près. Et la Molière voudrait dire les meules. On faisait des meules. Ah oui. Alors on a la chance depuis 3-4 ans, de confirmer et d'affirmer l'origine, l'étymologie du mot Roche-la-Molière, puisque on a cette chance-là. Christian Ranchon, qui est un chercheur, qui est un passionné d'archéologie et qui est rouchon,
et qui habite sur Roche-la-Molière, a découvert la carrière de Meule, la fameuse carrière de Meule, sur une colline. Et donc, on peut confirmer que Roche-la-Molière, c'est la roche meulière qui s'est transformée avec les années, et c'est l'étymologie du mot. Et ces meules étaient transportées par les Rambertes, qui allaient tout le long de la Loire après diluer et diffuser ces meules et revendre ces meules un peu de partout. J'aime bien parler d'avenir, mais j'aime bien aussi quand on n'oublie pas le passé. On revient donc à Roche-la-Molière. Les projets, c'est quoi alors pour ce 3e mandat? C'est toutes les communes qu'on rencontre, tous les candidats des communes, ils nous parlent tous d'une seule chose, l'insécurité. Alors je sais que c'est un sujet c'est un mal national. C'est un mal national. C'est un sujet qui vous passionne aussi. Ouais. Moi, on parle beaucoup de caméras et j'ai du mal à comprendre un peu que de multiplier les caméras, ça change quoi? En fait, il n'y a pas que ça, c'est un outil supplémentaire. Les caméras, c'est un outil. Donc nous, on va développer, on a une étude qui vient de se terminer, on a un marché qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines. On a fait une étude bien spécifique depuis 2 ans avec des professionnels sur la commune spécifiquement. En fait, ce qui est important dans les caméras, il y a 2 choses. Il y a la vidéoprotection et la vidéosurveillance. Aujourd'hui, nous, en vidéosurveillance, ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait des agents 24 heures sur 24 derrière les caméras. C'est pas possible, on n'a pas les moyens. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de voir si on peut avoir un CSU, c'est un centre de visionnage qui soit intercommunal, avec mon collègue de Villars, avec d'autres communes du secteur, avec lesquelles on pourrait faire un CSU, où on aurait du personnel qui serait le soir et le week-end pour surveiller et contrôler. La signification exacte de CSU, c'est-à-dire? C'est centre de visionnage vidéo. Ça veut dire qu'on a un agent qui est derrière les écrans et qui regarde les caméras. Et qui a une formation particulière aussi, j'imagine. Il faut qu'il soit assermenté, qu'il puisse verbaliser aussi avec la vidéo, et puis qu'il puisse avoir des relations avec la police nationale, avec les polices municipales, et puis travailler en collaboration avec les autres partenaires. Aujourd'hui, quelle est la différence entre un policier municipal et un policier national? La police nationale, alors je dirais plutôt la police nationale, c'est la sécurité, la police municipale, c'est la tranquillité. Ouais. La tranquillité, c'est un petit peu ce que faisaient les policiers à l'époque de l'îlotage, la sécurité du quotidien. Les gardes champêtres, non? Non, les gardes champêtres, c'est encore différent. Les gardes champêtres, eux, ils sont plutôt dans la partie rurale. Ouais. Ils vont travailler sur les dépôts sauvages, ils vont travailler sur le respect des règles. Ça, c'est un fléau, mais on va y revenir. Ouais, donc, c'est autre chose, les gardes champêtres. Donc, moi, j'ai voulu maîtriser un peu ce métier, le connaître. Donc, je suis passé policier réserviste opérationnel. Donc, je suis membre de la police nationale comme réserviste sur le terrain, en police secours, etc. Ce qui m'a appris, ce qui m'a donné un apprentissage de compétences qui permet de pouvoir juger et jauger ce qui est le plus pertinent pour la commune et d'adapter les besoins à la commune. Donc effectivement, on n'avait pas les moyens jusqu'à présent de pouvoir embaucher des policiers supplémentaires, donc c'est ce qu'on va faire, des ASVP aussi supplémentaires, et investir sur 80 caméras sur l'ensemble de notre territoire. Des caméras en fait qui sont utiles pour plusieurs choses, parce qu'en fait, on filtre les entrées de la ville, donc on enregistre toutes les caméras, toutes les plaques d'immatriculation. Et pour faire des affaires, quand il y a quelque chose qui se passe, on peut remonter des filières et on arrive à faire des belles affaires avec ça. Et j'avais demandé à l'époque au préfet de pouvoir faire un checkpoint à l'entrée de la ville et de fermer l'entrée de la ville, mais malheureusement c'est interdit. On n'a pas le droit. On n'est pas à Berlin. Hein. On n'a pas le droit, on ne peut pas fermer. C'est la libre circulation. Tout à fait. Des gens bien et des gens moins bien, malheureusement. Quand un maire embauche un policier municipal, c'est quoi les critères? Est-ce qu'il a la même formation justement qu'un Non, policier la national police, ou alors c'est pas pareil. C'est une connaissance, les compétences. C'est un ancien policier. Non. C'est des compétences spécifiques pour la police municipale. Il y a une école d'ailleurs à Montpellier qui forme les policiers municipaux, qui est bien spécifique. Et après, il y a des grades et des évolutions de carrière avec des formations continues. Quand on a le port d'armes, il y a une formation qui est continue avec une remise à niveau très régulièrement. Et des formations sur les différents outils de protection des policiers municipaux, comme les nationaux d'ailleurs, ils ont des formations aussi en permanence. Mais c'est pas tout à fait la même formation, mais il faut une grosse formation juridique. On a un petit peu parlé de la sécurité et de l'insécurité, donc si j'ai bien compris, à Roche-la-Molière, ça se passe plutôt bien, même s'il y a certains problèmes. On passe à la vitesse supérieure parce que maintenant on a les budgets qui pourront nous permettre de le faire. Qu'on n'avait pas avant, parce qu'un policier, c'est en gros 60 000 € par an. Vous qui êtes un féru de technologie, est-ce que l'IA a changé quelque chose justement par rapport à la vidéosurveillance, par rapport au rôle de contrôle? Oui, alors le nouveau système qu'on va avoir va fonctionner avec l'IA. Par exemple, quand on aura une recherche à faire, par exemple, cherche homme avec un pull rouge,
On ne travaille pas sur l'ordinateur. J'ai un pull vert, ça va. Ouais. Et ben avec cette recherche, l'ordinateur va nous sortir toutes les images d'un homme avec un pull rouge, ce qui permettra de gagner du temps sur les recherches d'images pour pouvoir cibler correctement des recherches. Donc on va avoir cet outil de nouvelles technologies, enfin avec l'intelligence artificielle, pour nous faciliter le travail de recherche. Sachant que le travail de recherche se fait uniquement sur réquisition du procureur et que ce n'est pas la commune qui décide d'aller voir c'est très encadré. C'est-à-dire que moi, par exemple, je n'ai pas le droit de regarder les images sur la commune. C'est un agent assermenté par le procureur qui agit sur réquisition du procureur. Très bien, c'est donc un vrai cadre. Ouais. On a un sujet qui revient aussi tous les entretiens, c'est le commerce. Quel est l'état du commerce à Roche-la-Molière? Là aussi, ça marche plutôt bien, on dirait, le commerce local. Oui, alors nous, ça va très bien, mais il faut toujours être vigilant. Pourquoi ça marche? Parce qu'on a un système de stationnement qui le permet, stationnement gratuit. On est en zone bleue, ce qui permet une rotation à l'hypercentre du stationnement. Et on a aussi une création d'un parking supplémentaire qu'on va mettre en place assez rapidement. 80 places supplémentaires en zone blanche à côté du château. Et alors pour les chiffres qui sont déclarés, qu'on peut regarder sur les documents officiels, il y a une progression du chiffre entre 15 et 20% sur Roche-la-Molière. Donc ça fonctionne très bien. Une commune comme la vôtre qui se développe, où on parlait tout à l'heure d'immobilier, est-ce que vous avez des demandes de grandes surfaces qui voudraient s'agrandir, qui voudraient s'installer dans votre commune? On les a tous eus. Ouais, ils ont tous frappé à la porte, sauf que on a notre modèle qui fonctionne très bien et c'est pas la peine d'en avoir plus. C'est-à-dire qu'on a la grande distribution traditionnelle, on a du discount, on a du commerce du centre-ville traditionnel alimentaire de très bonne qualité. Et donc on a cet équilibre qui correspond à la taille de la commune et aux besoins de la commune. Et on est aussi une ville un peu centrale parce que quand on regarde le SCOT ou les différents organismes, nous considèrent comme une ville centrale, un espèce de chef-lieu où on retrouve autour de chez nous Saint-Genélaire, Saint-Victor, le Haut-du-Nieu, une partie de Saint-Étienne, Côte-Chaude qui vient chez nous. Donc on a ce bassin de vie qui satellise autour de Roche-la-Molière. Et donc forcément, on est un espèce de chef-lieu sur les cartes, quoi. Aujourd'hui, Roche-la-Molière, c'est combien d'habitants? On est à peu près 10 000. 10 000 et 4 habitants. On a un sujet qui vous tient à cœur également, c'est les déchets. Vous avez été vice-président à Métropole pour tout ce qui est déchets. Il y a beaucoup de polémiques. Là, ce qui pose problème à Saint-Étienne et ailleurs, je vois, c'est les dépôts sauvages. Et là, on a l'impression que c'est devenu la jungle. Est-ce que vous avez des solutions? Est-ce que là aussi, vous avez une réflexion sur ce sujet? Je me suis déjà beaucoup exprimé à ce sujet-là, mais je crois que je vais garder mon devoir de réserve, sinon je vais m'énerver. Puis je vais être comme le micro, là, tout rouge. Tout rouge. Donc on en parlera plus tard, parce que ça, c'est un sujet qui me met un peu hors de moi. Ouais. Parce que j'ai tellement œuvré pour le fonctionnement de la gestion des déchets sur la métropole, qu'il y a des décisions qui ont été prises qui ne correspondent pas forcément à la réalité du besoin. Mais voilà, après, moi je ne suis pas un sachant, il y en a qui savent mieux. Non, mais moi j'ai fait le test, j'ai voulu m'inscrire sur le site pour aller jeter mes déchets. Et je pense qu'il faut un diplôme d'ingénieur pour pouvoir récupérer le code, le QR code. Ouais, alors pour la petite anecdote, moi on me l'a refusé le QR code parce qu'en fait j'ai un petit véhicule utilitaire personnel qui a mon nom. Et on m'a dit, non, c'est un véhicule utilitaire, vous n'avez pas le droit de le prendre. Donc voilà, mais c'était peut-être passager, ça a peut-être changé depuis, mais voilà. Enfin bon, quoi qu'il en soit, le QR code, je pense que c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire. Qu'il y avait d'autres systèmes à faire. Il faut au contraire faciliter l'accès aux déchetteries parce que sinon on retrouve les déchets ailleurs. Il faut faciliter l'accès. Il y a toujours 5% de la population qui ne respecte pas les règles et c'est les 95 autres % qui payent pour les autres. Et ça nous coûte très cher. On est bien d'accord. Pour tout, c'est comme ça. Donc un sujet que vous ne voulez pas évoquer, mais si on parlait de cette... j'ai lu qu'il allait y avoir un nouvel incinérateur, c'est pas facile à dire. Un incinérateur. Un nouveau incinérateur, comment ça se passe là aussi? Quel est votre avis? Parce que quand on a besoin d'avoir une réponse, on va se tourner vers des gens compétents généralement. Ouais, alors en fait, l'incinérateur, c'est peut-être judicieux de le faire. Pour éviter l'enfouissement des déchets, parce que je vous rappelle qu'on a un site d'enfouissement sur Roche depuis 72. J'ai lu ça. Donc certains disaient que c'était de la faute du maire, donc de moi, qui est le centre d'enfouissement des déchets. Juste, je suis né en 72, donc prendre la décision... Non mais c'est toujours la faute de quelqu'un, ça, en France. Je suis né en même temps que le centre d'enfouissement, donc voilà. Et la réglementation, c'est pour moi qui l'a fait, donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, si on peut limiter l'enfouissement, c'est important. Il n'y a eu qu'une étude qui a été faite. Moi, j'aurais voulu une contre-étude par rapport à ça. Ça aurait été judicieux de travailler plus avec Lyon
sachant qu'il y avait un problème de transfert de déchets, ou par la route, ou par le train, enfin que la majorité écologiste de Lyon aurait voulu que ça passe par le train. Il y a eu des accords qui ne sont pas passés avec l'exécutif de métropole pour trouver une solution. Moi, je pense qu'il ne faut pas jeter l'éponge. Il y a peut-être à rattraper ça, parce qu'en fait, Lyon a un incinérateur, ils ont besoin de gisements de déchets pour que ça fonctionne. S'il n'y a pas assez de déchets, le matériel ne fonctionne pas. Et ils ont un projet d'un nouvel incinérateur, et c'est pour ça que ça aurait été judicieux de travailler avec eux. Ils ont besoin de gisements, on peut leur envoyer 60 000 tonnes, mais il faut trouver le moyen écologiste ou le moyen le plus pertinent pour le faire. Vous avez parlé d'écologie. Quand on rejette des fumées après un incinérateur, il n'y a pas des problèmes pour la santé? Non, mais il y a des systèmes maintenant qui absorbent les fumées, qui gèrent. Donc ça, c'est terminé, ça fonctionne très bien. Donc tout ce qui est déchets, on peut dormir, j'ai envie de vous dire, on crée de la chaleur, tranquille. On crée de la chaleur, on crée de l'énergie. Donc c'est judicieux. Par contre, quand on annonce 200 millions d'euros d'investissement, c'est plutôt 400 en fait, en réalité. Et on n'est même pas sûr que ça fonctionne parfaitement tout de suite. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire des études, une contre-étude, parce que là, l'étude qui a été faite à Métropole avec un seul cabinet d'études, c'est un peu limité. C'est donc un sujet à surveiller dans je pense qu'il faut aussi avoir un prisme différent, un regard différent, et mesurer les choses pour éviter des dépenses importantes et pas forcément judicieuses, parce que si on prévoit une quantité avec un gisement donné et que ça diminue après avec les années, l'équipement il n'est pas forcément adapté aux besoins réels, donc il faut bien anticiper tout ça. On a parlé au début de cet entretien des 2 premiers mandats. On n'est pas revenu finalement sur le projet de ce 3e mandat. Quels sont les grands axes? Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vu qu'on a vu quand même pas mal de choses, on a vu du street art, on a vu beaucoup de choses à Roche-la-Molière. Ouais. Quels sont les projets de ces 6 années à venir si vous êtes réélu? Alors déjà, principalement, c'est entretenir et rénover le patrimoine existant. On a 48 bâtiments, là on est sur les travaux de l'église, 700 000 € pour refaire le toit. On a fait le château, l'entrée du château, la grange, etc. On va faire un parking juste à côté qui débute au mois d'avril, 80 places. Il y a beaucoup de projets dans les équipements sportifs, un terrain de boule couvert sur la côte d'Urieux, un terrain de tennis couvert, en ossature bois avec des panneaux solaires. On a des projets sur pas mal d'endroits de la commune pour vraiment réhabiliter et rénover. On a encore beaucoup de voiries à faire, de réseaux d'assainissement à faire. Il y a une multitude de chantiers et d'actions à réaliser. Ça, c'est pour la partie dure, mais il y a la partie service. Quand on a créé, nous, la conciergerie, on est une des premières communes en France à faire ça. C'est une vraie réussite. Il y en a plus de presque 20% des seniors qui utilisent ce service-là. Donc on voit très bien que le maintien des seniors à domicile est un axe très important. Et c'est surtout une bombe à retardement en France où on n'a pas assez anticipé. On a des logements pour les seniors qui sont en construction, qui vont arriver. On a des services pour les seniors qui sont en avant. On a aussi pour la jeunesse, que ce soit la crèche, la maison de la petite enfance. En fait, de la naissance jusqu'à la mort, sur la commune, on accompagne les habitants. Les gens s'en rendent compte quand ils partent de la commune ou quand ils viennent sur la commune de la richesse du service public qu'on a sur Roche-la-Molière. Au niveau culturel, il va se passer des choses nouvelles, des créations, Je suis sûr que vous avez plein de projets dans la tête. Il y a une multitude de choses au niveau de la culture, mais là, il faudrait plus qu'une émission. Là. Il faudrait une semaine de discussion ensemble pour en parler. Mais évidemment, l'art urbain, c'est un sujet important. Évidemment, les partenariats avec tous les festivals qu'il y a sur le secteur. Parce que, en fait, je pense qu'il faut bosser en interaction avec les autres communes. C'est pas la peine de faire chacun. Je trouve dommage que chacun sa saison culturelle. Je pense qu'il faut mutualiser sur l'ensemble de la métropole la culture, le travail ensemble, la collaboration. On a plusieurs salles, et c'est bien, ça fait plusieurs spots. On peut rayonner et apporter de la culture à nos habitants, mais en mutualisant nos moyens. C'est dommage de faire chacun son truc dans son coin. Vous avez parlé de métropole. Quel est là aussi, est-ce qu'il va se passer quelque chose On a déjà un nouveau président. C'est sûr, puisqu'il y aura forcément un nouveau vote. Oui, ça viendra après. Ouais. Donc, est-ce que vous allez redevenir vice-président? Est-ce que vous voulez jouer un rôle dans la métropole? Ou alors, est-ce que vous êtes en retrait? Comment ça se passe là Déjà, on va s'occuper des élections municipales. Ouais. Et après, je compte bien peser dans l'échiquier stratégique de la métropole. Avec d'autres compétences que les déchets? Il y a des... Oui, j'ai fait le tour, là. C'est bon. Ouais. J'ai d'autres envies. J'ai d'autres ambitions pour la métropole. Déjà, la première des ambitions, c'est la transparence et de l'équité.
Si on arrivait à avoir de la transparence et de l'équité à la métropole, ça serait le plus grand pas qu'on puisse faire. Parce que ça fait des mois et des années que je demande le montant des investissements par commune et on l'a pas. Et pourquoi on a cette opacité? Pourquoi les chiffres ne sont pas publics? Pourquoi on ne sait Demandez à la présidente et au président successif. Moi, le modèle, je le connais. Et je pense qu'il y en a certains qui ont bien profité sur le dos des autres. Vous parlez des communes, là? Ah oui, bien sûr. Ouais, il y a 2 communes en particulier qui ont bien profité sur le dos des 50. Justement, le fait que ça soit Saint-Étienne qui passe un petit peu avant les autres, est-ce que c'est un problème? J'ai entendu qu'il y avait il y avait plusieurs maires qui voudraient finalement que le président de métropole ne soit plus le maire de Saint-Étienne. Oui, ça c'est quelle est la réflexion que vous faites? C'est le prochain exécutif qui le proposera. Maintenant, je pense qu'au-delà que ce soit la ville-centre, il faut trouver une personne qui ait les compétences pour rassembler le plus largement possible. C'est le mot que j'allais utiliser, rassembler. Il faut rassembler, il faut avoir une vision commune de transparence et d'équité et arrêter de vouloir profiter sur le dos des autres, quoi. Parce qu'en fait, c'est insupportable. Moi, ça m'a énervé pendant des années que 2 communes, principalement, se gavent sur le dos des autres. Et ça, c'est inacceptable. Est-ce que le fait d'être président de métropole, ça peut être aussi un tremplin pour aller plus haut, pour être député, pour être sénateur ou autre chose? Pour qui? Pour les gens qui prendront Non, je pense que si on est président de la métropole, c'est pas la peine d'être sénateur ou député. Il y a assez de boulot pour ce mandat-là. Sénateur, député, c'est un travail parlementaire, donc c'est essentiellement parisien. D'avoir un petit mandat local en complément, c'est très bien. Moi, je connais un sénateur qui est aussi conseiller départemental et c'est vrai, il a un ancrage territorial et c'est très bien. Mais quand on est uniquement que sénateur ou que député, c'est compliqué si on n'a pas un pied sur le territoire. C'est un peu ce qui manque aux députés aujourd'hui. Oui. Le problème, c'est que... Alors, il y a 2 sortes de députés. Il y a le député qui est hyper impliqué, qui connaît son territoire et qui, tous les week-ends ou la semaine, est présent et se rend compte de la réalité des choses. Et il y a le député qui a été tiré dans une machine à 1 euro, là. On les prend, on les pose. Il y en a pas mal qui ont disparu quand même, ceux-là. Ah, mais ils reviennent, hein. Ouais. Il y en a qui reviennent au galop, donc... Quand on a une politique nationale où on a des extrêmes qui viennent, on peut mettre une chèvre en lave-vaisselle, on aura le même résultat à la fin. Donc, voilà. Au niveau de la politique politicienne, vous êtes, si je ne dis pas de bêtises, référent Horizon. Ouais. Ça consiste en quoi? C'est représenter le parti sur le département. Est-ce que vous avez un rôle de décideur ou alors comment ça se passe? Vous êtes un VRP, comment on peut dire? Non, coordinateur. Coordinateur. Animateur coordinateur, voilà. Est-ce que vous avez votre mot à dire sur les investitures, sur les projets des autres candidats dans la Loire? Alors j'ai mon mot à dire dans le sens où il faut que ça reste dans la ligne éditoriale. Une ligne qui est fixée par Paris? Elle est fixée par le bon sens surtout. Ouais. Vous savez, on n'a pas tous le même bon sens. Ouais, hein. mais le bon sens, en fait, quand on est quelqu'un de centre droit, de modéré, voilà, moi, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui en France, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, moi je vais me considérer extrême centre. Donc je suis un extrémiste du centre où il y a des choses qui sont pertinentes des 2 côtés. Maintenant, il faut prendre ce qui est positif des 2 côtés pour aller dans la bonne direction. Donc il y a du bon de partout. Et puis quand on est à droite, on tourne trop d'un côté ou trop de l'autre. Moi, je préfère avancer, d'aller tout droit et puis de faire avancer les choses de façon très pragmatique et réaliste. Est-ce que le département est encore utile? C'est un sujet, hein, ça revient sans arrêt sur la table. Le problème du département aujourd'hui, il est étouffé par l'aide sociale, donc ils n'ont plus de marge de manœuvre. Donc le RSA et le social les bouffent, donc en fait ils peuvent rien faire d'autre. En fait, ils sont gangrénés par une réglementation qui les étouffe. Donc c'est complètement idiot. Par contre, c'est une collectivité de proximité qui était pertinente. Ça existait avant les métropoles. Donc maintenant il y a les métropoles, donc c'est un peu différent. Il y en a partout. Déjà rien dans la Loire, il y en a 3 ou 4. Ouais, mais quand on regarde à Lyon, par exemple, la métropole de Lyon, c'est substitué au département. Donc le département ne fonctionne plus sur la métropole, il fonctionne en dehors de la métropole. Donc voilà. Sur le côté rural, on a l'impression. Mais moi, ça serait que ça serait beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait l'État et les communes. Et les métropoles pour travailler ensemble. Mais la région, il y a une multitude de couches, de strates qui font qu'il y a une multitude d'élus, qui font qu'il y a une multitude de fonctionnements. Mais c'est toute la France qu'il faudrait réformer. Mais c'est un grand chantier. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez de centre droit, donc j'ai une petite question. On dit qu'il y a trop de fonctionnaires, il y a trop de strates justement administratives.
qu'il faut supprimer des postes et on dit qu'il y a trop de chômeurs. Donc j'ai jamais compris l'équation entre les deux. Ah bah, Si on supprime des fonctionnaires, ça va faire des chômeurs, non? bah, pas forcément, non. Non, on va les recaser ailleurs. C'est pas si simple que ça. Ouais. Je caricature un peu, mais c'est le but de la question. Ouais, hein. mais non, c'est pas si simple, non. Trop de fonctionnaires, ça dépend où, ça dépend pourquoi faire. On n'a pas assez de policiers, on n'a pas assez de personnes dans les hôpitaux, on n'a pas assez, voilà, mais ou dans les écoles, les professeurs. Donc, et encore, faut motiver les fonctionnaires à rester fonctionnaires, parce que franchement, que ce soit dans les différents ministères, il y a peut-être les élites qui sont motivées, mais alors les gens qui sont sur le terrain au quotidien, on fait tout pour les démotiver. Hein. Donc tout est fait pour les motiver, alors qu'ils méritent un respect vraiment sincère et profond pour le travail qu'ils effectuent tous les jours. C'est quoi le problème aujourd'hui? C'est d'être respecté ou c'est le salaire? Oh, c'est les deux. Hein. Alors d'abord, c'est les conditions de travail, c'est les salaires évidemment, c'est les conditions de travail, c'est l'environnement, c'est d'être appuyé par la hiérarchie, d'être appuyé par la population aussi, d'être soutenu. C'est ça qui est important. Et après, évidemment, les moyens financiers, l'accompagnement financier, c'est aussi autre chose. Si vous êtes élu le 22 mars, je ne sais pas comment ça se passe dans votre commune, on m'a dit qu'il y a des communes, il n'y a qu'un tour. Est-ce qu'à Roche, il n'y a qu'un tour? Bah, si quelqu'un arrive et fait plus de 50% au premier tour... Ça, c'est la logique. Donc, mais bon, après... Pour l'instant, il y a seulement 2 listes? Pour l'instant, oui, je sais pas, ouais. On verra le 26, cette semaine, fin de semaine. Est-ce que ça sera votre dernier mandat ou alors je sais pas, ça sera une réflexion qui viendra avec le temps? Je me projette pas plus loin que le 22 mars. Que demain. Que demain? Ouais, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit, c'est bien vrai. On a fait le tour de la commune, on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, mais j'aimerais bien que beaucoup de gens s'engagent. Parce qu'en fait, mon job, moi, principal, c'est de transformer les consommateurs en citoyens. Ouais, donc si chacun avait la conscience de se dire, notre patrimoine commun, il est à nous tous, donc comment je peux faire pour m'engager, pour avancer dans la bonne direction? Les bénévoles dans les associations, c'est des gens extraordinaires. Ils donnent de leur temps pour les autres. Les élus, c'est pareil. Il y a toujours des exceptions. Mais ce qui est important, c'est, voilà, comme disait quelqu'un de bien connu, ne te pose pas la question de ce que la collectivité peut faire pour toi, mais qu'est-ce que toi tu peux faire pour ta collectivité? C'est pas une phrase de Kennedy, ça, non? C'est un peu... Si, c'est ça, voilà, c'est ça. mais c'est pour ça, je pense que c'est important de se dire, plutôt que de dire, ah ben, on me doit ça, ou quand on rentre à l'accueil de la mairie, ah ben moi je paye mes impôts, donc j'ai le droit à ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est, qu'est-ce que je peux apporter au collectif? Parce qu'on est tous copropriétaires de ce qu'on voit autour de nous. On est copropriétaires. C'est pas... voilà. Et s'il y en a des extrêmes d'un côté ou de l'autre qui sont révolutionnaires, mais engagez-vous dans l'action concrète, transformez les choses, et que ce soit dans le monde associatif ou dans une petite activité commune. Voilà, engagez-vous, voilà, je dirais, pour finir. Est-ce que ça a été compliqué de faire une liste? J'ai vu qu'elle était renouvelée à 50%. Et il y a beaucoup de gens, j'ai écouté ce matin une émission, et ils disent que c'est vraiment très compliqué de faire un homme, une femme, la parité. C'est compliqué si on veut des gens de qualité, oui. Des gens sincères, profonds, qui vont dans une démarche d'engagement pour les autres. Mais c'est très facile de trouver des gens au coin d'un café, quelqu'un qui est au bord en train de boire un pastis. Et, oui, mais enfin, on s'engage pour 6 ans. Hein, oui, mais c'est très facile d'avoir du monde. Ouais. Le souci, c'est est-ce que gérer une équipe, un collectif, qui ait une bonne ambiance, que ce soit sincère, qu'on part sur pas mal de temps, donc ça se prépare à l'avance. Quand on dit votre liste a été renouvelée à 50%, ça veut dire qu'il y en a 50% qui ne sont pas reconduits. Plutôt 60%. Ouais, ça veut dire que c'est des gens qui se sont lassés, qui veulent faire autre chose, ouais, ou alors qui n'ont plus les compétences? Non, alors déjà, il y en a qui avaient un certain âge, donc qui veulent arrêter, d'autres qui ont fait 1 ou 2 mandats et qui ont envie de lever le pied et puis passer à autre chose, et puis d'autres qui ont envie de faire, qui ont envie d'arrêter, puis d'autres que j'avais pas forcément envie aussi de continuer avec, parce que c'est leur choix, ou qu'ils imposaient une place ou un statut, alors que moi j'impose d'abord un esprit collectif avant d'avoir une place. Donc c'est surtout ça qui est important. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Roche-la-Molière pour les années qui viennent? Du positif. Que du positif? C'est le slogan de la ville, ville positive. Ville positive. Voilà. Donc en fait, malgré le tableau noir qu'on peut faire, ou les choses négatives, allons chercher le positif dans le négatif. C'est une caricature de la mine, ça, la ville noire.
Ouais, mais non, c'est pas une caricature, mais faut être fier de ses origines, mais il faut toujours transformer le négatif en positif et faire évoluer les choses. Personne n'aurait cru que la commune aurait évolué comme ça. Eh ben, on a fait la preuve que si, on y arrivait. Maintenant, il faut se lever le matin et puis y aller avec conviction et valeur. Rendez-vous le 23 mars pour voir l'évolution de ce troisième Le 15 mandat. déjà pour le premier tour. Ouais. Je pense que le premier tour, ça devrait être bon, non? Vous allez franchir la barre du premier tour. C'est pas moi qui décide, hein. Donc chaque jour suffit sa peine. Eric Vernevet, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.